On va enchaîner un peu rapidement parce qu'on a pris un peu de retard sur la journée. Je pense que les interventions qui ont été faites ce matin, celle de Marie-Christine Jaillet, celle de Mireille Bruyère, nous ont permis de sonder quelque part les causes de cette précarité. Et en fait, nous, quand on a préparé cette journée d'études, on s'est intéressé à ces deux termes, précarité, pauvreté, sachant que le précaire, étymologiquement parlant, c'est celui qui demande en priant, donc qui serait dépendant quelque part d'une instance supérieure. Et l'être pauvre, peut-être au sens un peu plus philosophique du terme, c'est un être qui serait mis en situation de défaillance, donc qui aurait pas, qui ne serait pas dans un luxe d'équipement et qui du coup devrait se débrouiller par lui-même avec les moyens du bord pour inventer ses propres moyens d'habiter, de se nourrir. Et on l'a vu un peu dans les images que nous a montrées Cyril Hanap, ces habitations qui se développent avec des moyens pauvres, eh bien elles ont des qualités aussi, des qualités esthétiques et des qualités techniques. Et c'est Yona Friedman que citait ce matin Philippe, qui disait que la pénurie, quelque part, elle peut être aussi porteuse d'innovation sociale et technique. Donc peut-être cette deuxième partie d'après-midi, elle va un peu faire un petit pas de côté, un léger écart vis-à-vis des questions qu'on a abordées ce matin, et envisager la pauvreté d'une manière positive. Dans le sens, on va faire avec les moyens du bord. Et c'est peut-être en ça que la démarche d'Antoine et du groupe Bellastock est exemplaire à ce niveau. Alors juste avant de céder la parole à Antoine, je vais vous dire comment je l'ai rencontré. Ça faisait à peu près une dizaine d'années que je vivais à Paris et j'avais décidé tous les week-ends de partir à l'exploration, explorer ce qu'on appelle le Grand Paris aujourd'hui, le développement de Paris en dehors de la petite ceinture. Et en fait, tous les samedis, je prenais un plan de ce Grand Paris et je tirais un lieu au hasard selon sa forme sur la carte. Et un beau jour, je me suis arrêtée sur cette île qui s'appelle l'île Saint-Denis, donc qui est au nord de Paris. Et je me suis dit, bon, je vais aller voir cet endroit, je vais aller voir ce qui s'y trame. On ne voyait pas bien sur la carte comment se distribuaient les quartiers, c'était un peu flou. Donc je fais tout un parcours en tram, tout autour de la petite ceinture. J'arrive, je m'arrête à l'arrêt de tram et je débarque quelques mètres plus loin sur cette île. Alors c'était assez décevant, c'est une île qui n'est pas forcément très accueillante et je décide de faire le tour de l'île. Et au bout, je savais qu'il y avait vaguement un centre commercial et je marche 100 mètres, 200 mètres, presque 1 kilomètre et je me retrouve à marcher à côté d'une route où il y a beaucoup de voitures qui passent et il y a toute cette pollution qui m'arrive dessus et je passe sous des ponts et en fait à côté de moi à droite il y a une barricade et le paysage qui s'offre à moi n'est pas très beau, donc je me dis pourquoi est-ce que je m'inflige ça tous les week-ends, c'est assez pénible en fait ces visites du Grand Paris. Et donc je marchais à côté de cette barricade et à un moment, comme on en voit sur les chantiers, ces espèces de cloisons en tôle, elle change de forme, elle est un peu travaillée, elle rentre à l'intérieur d'un espèce de chantier et il y a une petite lucarne. Et donc je me penche et je me dis, mais tiens, qu'est-ce qui se trame derrière cette lucarne-là, qu'est-ce qui se passe ? C'est bizarre, une fenêtre sur un chantier, d'habitude c'est plutôt fermé. Et je regarde à travers, je vois pas grand-chose, je me recule, et là je vois un grand type, 15 mètres plus loin, qui me fait des grands signes. Je me dis, qu'est-ce qu'il me veut ? Et il me dit, viens voir. Et c'est là que je découvre le chantier d'Act Lab. Donc je te laisse en parler. Merci. Du coup, celui-ci, ça marche ? Ouais. Alors, voilà pour la rencontre. Je vais vous présenter rapidement, ça fait 10 ans que cette association existe, donc je m'appelle Antoine, je suis architecte. On est 10 archis, on a commencé en 2006, juste avec la volonté d'aller sur le terrain, toucher un peu de la matière et construire par nous-mêmes. On a monté un événement
un événement d'archi qui réunissait au départ une centaine d'étudiants à qui on demandait de participer à un exercice assez simple qui était de faire la conception, de construire et puis de vivre dans leur habitat pendant les 4 jours, et on déconstruisait l'ensemble. Donc chemin faisant, on commence à s'agrandir un petit peu, et puis on commence à se questionner sur ces matériaux qu'on utilise pendant le temps de l'événement, comment les détourner 4 jours, mais de les restituer intacts à la fin de l'événement. Donc c'est là où on a commencé à s'intéresser au cycle de la matière. Et aussi, c'est les premières fois où on commençait à faire de la récup, de la débrouille, c'est-à-dire qu'on avait très peu de budget, donc il fallait accueillir ces quelques 400 personnes sur un site où nous, on devait construire avec ce qu'on trouvait un peu autour de nous. En 2010, on commence à s'interroger, donc on met un sujet et un matériau au centre de notre recherche pendant l'année. Là, c'était sur la question de la construction en sable. Et du coup, on a cherché autour de Paris les sites d'extraction de sable, et on s'est directement implanté sur le site en utilisant la matière qui était sur le sol pour pouvoir faire nos constructions. Dernier jour de l'événement, on découpe les sacs, la matière revient au sol, et donc on a un impact qui est quand même minimum. Tout ça, c'est inspiré d'une technique d'un architecte iranien qui s'appelle Nader Khalili. Donc ces techniques de construction de l'urgence, ça se construit assez rapidement. Et donc c'était la première fois où Bellastock allait s'interroger sur comment est-ce que l'événement peut s'implanter sur un territoire en fonction du sujet choisi. La bonne surprise, c'est qu'au fur et à mesure, donc, il y a des étudiants qui sont en échange, qui participent aux événements en France et qui ramènent le concept dans leur pays. Donc aujourd'hui, ça crée une espèce de petit réseau de jeunes archis aux 4 coins du globe qui s'interrogent sur quelle matière, quelles ressources j'ai disponibles, comment je peux organiser des événements de construction, donc quelle logistique ça implique. Et en fait, petit à petit, nous, on constitue un réseau où on échange sur ces questions de ressources, de débrouille et de récup. En 2012, on a la chance de faire l'événement, et c'est là où on s'est rencontrés, sur l'île Saint-Denis. Et donc, on allait accueillir 1 millier de jeunes architectes, puisque ça avait continué à grandir, l'événement. Et on était à proximité d'un hangar, les hangars Printemps, qui se partagent l'île avec les hangars Lafayette, ce qui fait que ça en fait un territoire quand même assez hostile, où la moitié de l'île a disparu de la carte mentale, on va dire, des gens qui y vivent, quoi. C'est une partie qui est non visible. J'y reviens après, on verra ça sur plan. Et donc, du coup, nous, on a eu la chance on pouvait aller piocher des matériaux dans ce hangar pour construire les équipements dont on avait besoin pour accueillir les participants, notamment les luminaires. Et les luminaires, on les a construits qu'à partir de cette matière. Et c'est là où ça a enclenché le projet ACLAV. J'y reviendrai après. Ensuite, en 2013, on est allé à Vitrolles, donc dans le sud de la France, dans un quartier un peu difficile, où là, on s'est essayé à ramener toute l'énergie qu'on déployait sur un événement de construction qui était le festival, comment le ramener dans un quartier et développer la question du chantier ouvert, chantier collectif, de manière à ce que les habitants prennent de l'intérêt par rapport à ce qu'on était en train de mettre en place, et que nous, on se confronte aussi à leurs avis et qu'on intègre finalement leurs idées dans notre design qui n'était pas figé, mais qui avançait comme ça au fil des jours. Donc ça, c'est la partie, on va dire, un peu pédagogique qu'a Bellastock, et qui fait qu'aujourd'hui, l'association bosse avec toutes les écoles d'archi, écoles de design ou d'art, principalement à Paris, mais aussi un peu dans les écoles en province. Et l'autre partie qu'on est en train de développer, donc tout ce qui est sur les événements, c'est plus la récup de petits objets, puisqu'il faut construire en une journée et dormir en dessous le soir venu. Donc on ne pouvait pas se permettre de bosser sur des éléments aussi lourds que ce qu'on fait avec ACLAB, qui est le réemploi j'allais dire le BTP, en architecture. Quand on déconstruit un bâtiment, comment récupérer des éléments et construire avec ces matériaux pour un projet futur. Donc ça, c'est le hangar dont je vous parlais tout à l'heure, où on était allé piocher 2-3 tuyaux pour se faire un luminaire. Ça a donné des idées aux élus qui nous ont dit, écoutez, est-ce que vous voulez aller un peu plus loin que juste un luminaire et suivre la déconstruction de ce bâtiment qui va prendre 2 ans, et essayer de voir comment vous pouvez récupérer des matériaux de ce bâtiment pour les intégrer dans l'écoquartier qui va être construit à la place de ce hangar. Donc ça, c'est où est située l'île Saint-Denis par rapport à Paris, au nord. Donc voilà le hangar. Il y a un autoroute qui passe, on a Lafayette de l'autre côté, et donc le lieu un peu hostile dont tu parlais tout à l'heure, c'est toute cette bande là,
tout est bloqué entre une rue avec énormément de bagnoles et ces deux emprises industrielles qui vont être vouées à la déconstruction et qui vont accueillir un écoquartier. Sachant que la population de l'île va quasiment doubler. Donc il y a aussi, nous on mène un travail en parallèle sur comment utiliser ces matériaux et comment aussi faire en sorte de créer le lien entre les futurs habitants, les habitants qui vivent ici, et aussi sensibiliser sur ces questions de réemploi. Pourquoi est-ce qu'on fait ce genre de démarche? Donc on a 10 ans pour bosser entre le hangar qui est en haut, le nouveau quartier à venir, et comment travailler sur ce temps de la mutation, ce temps du chantier, à la fois en réemployant la matière, et également on a un travail sur comment est-ce qu'on peut influencer l'aménagement en venant occuper le lieu. C'est-à-dire que de manière conventionnelle, un chantier, on le bloque pendant 10 ans, donc c'est un territoire qui est gelé. Le projet arrive, on ouvre et on impulse, programme, et on espère que ça marche. Donc là, nous, la démarche, c'est plus de créer le contenu dès maintenant. On commence à occuper le lieu, on ramène des gens, artistes, vous le verrez par la suite dans la présentation. Et petit à petit, on adapte le contenant au contenu qu'on a généré. Donc voilà comment on a travaillé. Et donc là, on est au tout début de l'arrivée du nouveau quartier. Donc on a déjà récupéré le matériau au-dessus. Et je vais vous montrer comment est-ce qu'on s'y est pris pour récupérer la matière. Donc le processus, c'est d'avoir une petite alcôve. Là, c'est celle qui est rayée jaune et blanc. On suit la déconstruction de la première partie du hangar. On commence à stocker un peu de matériaux dans notre zone. Et il y a la seconde partie du hangar qui va être démontée. Pendant ce temps-là, il y a les tas de béton, puisque aujourd'hui, dans une déconstruction classique, une démolition, on va dire, on broie le bâtiment, on met le béton d'un côté, on met les ferraillages de l'autre, et puis on évacue. Ou alors, on prend le béton, on le rebroie en petits granulats, qu'on met sous les routes, par exemple. Et ça, pour eux, c'est vertueux. C'est une manière de faire du recyclage. Nous, on veut essayer d'aller plus loin et de voir comment est-ce qu'on peut récupérer des éléments du bâti. Donc voilà, là, on est rendu à ce stade-là. Ils vont commencer la construction de l'écoquartier qui va venir depuis le fond du site. Donc voilà le bâtiment en 1965. Il est démoli en 2013. La structure est saine. Le bâtiment aurait très bien pu rester, mais pression immobilière oblige, on va construire un écoquartier à la place. Donc à nous d'être, tout le boulot qu'on mène sur ce site, c'est comment finalement essayer d'être le plus économe possible par rapport à cette déconstruction et faciliter le transfert de la matière depuis la déconstruction jusqu'au prototype qu'on fait pour l'écoquartier. Donc ça implique une chose, c'est de ne plus voir ce bâtiment comme un potentiel lieu de déchets. Il faut le voir comme une carrière et comme un lieu où on va pouvoir extraire nos gisements, les transformer et puis les remettre en œuvre. Donc on se situe entre, là je me répète un peu, mais l'offre qui est ce qu'on a dans le bâtiment et puis la demande qui est l'écoquartier. Puis nous on est un peu la diagonale, comment on fait le chip entre les deux. Donc le gisement, voilà, j'en ai déjà parlé. Donc première étape, on a commencé par diagnostiquer le bâtiment, on l'a décortiqué, on l'a scanné en gros, et on a regardé comment il était constitué. Donc ça par exemple c'est la fiche qui correspond aux poutres du hangar. Donc on montre où elles sont dans le hangar, enfin où elles sont placées. Ensuite on lui fait une petite fiche descriptive où on explique son poids, sa taille. On donne aussi des conseils à l'entreprise qui va la déconstruire pour lui dire voilà, si on veut récupérer l'élément de telle manière, il faudra, je sais pas moi, couper sur les bouts, sangler. Donc on accompagne aussi l'entreprise de déconstruction de manière à pouvoir récupérer l'élément le plus intact possible et en fonction de nous ce qu'on s'est déjà imaginé comme prototype qu'on allait pouvoir faire à partir de ces matériaux. Donc ça veut dire que déjà quand tu es en train de visiter le bâtiment, tu es déjà en train de projeter ce que tu pourrais faire avec ces éléments. Et c'est là où tu fais du projet en t'imaginant déjà comment ils vont le déconstruire. Donc ensuite, on regarde le projet de l'écoquartier, on regarde où est-ce qu'on pourrait implanter ces prototypes faits à partir des matériaux issus de la déconstruction. Donc là, je vous passe les détails, mais on peut retenir qu'il y a des passerelles, qu'il y a un système de gradinage à faire et des places avec des systèmes de dallage. Je vais vous montrer pourquoi ça a son importance. Donc ensuite, nous, on passe nos journées à suivre la démolition. On fait
on fait des relevés de la matière, comment est-ce que ça se déplace, quelles machines ils utilisent. Et donc, bon, comme c'était pilote comme projet, on a eu le droit de récupérer que 1% du bâtiment. Tout le reste, c'était fait de manière conventionnelle. Mais ce qui est intéressant pour nous, ça va être du coup maintenant de comparer ce qu'ils ont dépensé, ce qu'ils ont utilisé pour le faire de manière conventionnelle, et ce que nous, on a réussi à faire comme économie. Là, on est en train de faire justement toutes ces questions de calcul et d'évaluation. Donc, voilà comment en haut, on a le système, on va dire, basique de démolition. C'est, voilà, on récupère l'élément, on le concasse jusqu'à ce qu'on le retransforme en petits granulats. Et nous, on a essayé de voir comment est-ce que même les machines qu'ils utilisent pour déconstruire, on pouvait les utiliser pour construire le lieu HackLab et pour pouvoir faire ces 6 prototypes. Et en même temps, s'économiser l'énergie qu'on a sur les dernières machines qui sont là-haut de retransformation de la matière. Parce que broyer du béton, vous imaginez bien que c'est quand même pas sans coût, quoi. Donc on a commencé d'abord par aller chercher les plantes qu'il y avait sur le hangar, parce que ça faisait 10 ans qu'il n'était plus en exploitation, donc il y avait un écosystème qui s'est déployé, des mares, des canards, des arbres. Et on a conservé le plus qu'on pouvait de plantes. On les a mis en baignoire en attente de pouvoir les planter, puisqu'il fallait aussi pouvoir régénérer le sol, puisqu'on était sur un sol de friche, donc complètement inerte. C'était complètement mort. Donc on a passé un partenariat avec les espaces verts de l'île Saint-Denis, qui nous ramènent tous leurs déchets verts chaque semaine, donc dû à l'élagage ou la tonte. Et on a réparti un tapis sur le sol, et petit à petit, en fait, la vie est en train de revenir, comme vous le voyez. Et les plantes, on a pu les transférer de baignoire à bac avec de la terre. Donc voilà un des premiers prototypes, parce que l'une de nos missions, c'est de fournir 6 prototypes à l'écoquartier avec les matériaux issus du hangar. Donc le premier, c'est cette passerelle qui est faite à la fois avec les poutres IPN, c'est les poutres rouges sur lesquelles les fringues de printemps couraient à l'intérieur du bâtiment. Et les tuyaux verts, c'est le système incendie du bâtiment, ça s'appelle les sprinklers. Et donc on les a récupérés, on a fait le prototype. À chaque fois qu'on fait un prototype, on fait un événement, enfin au moins quand on a fini les 6, de manière à ce qu'on invite l'urbaniste en charge de l'écoquartier et on lui pointe du doigt la partie où il a décidé de mettre une passerelle en lui disant voilà, tu peux compter sur nous si il y a une passerelle à construire dans les prochaines années. Donc c'est toujours le jeu d'aller prendre le gisement, montrer ce que tu fais et puis de savoir à quel moment ça pourra s'intégrer dans le projet à venir. Voilà juste une petite photo de comment ça a été réalisé. Autre prototype, c'est la récupération des poteaux du hangar. Donc comme vous le voyez dans le projet à la fin, il y a tout un système de gradinage, puisque comme on est sur une île, il y a tout un travail paysager sur l'accès à la Seine. Et donc on leur a proposé d'utiliser les poteaux pour faire tous les systèmes de gradins, de manière à conserver encore une fois de la matière sur place. Avec une spécificité, c'est que pour pouvoir nettoyer les poteaux, parce que vous voyez, il y a les fers à béton qui dépassent, qui sortent un peu de chaque côté, pour qu'on puisse les nettoyer, on se les a fait empiler comme des caplas, donc comme l'équivalent des jeux pour enfants, là, ce qui nous permet de les nettoyer, et qui, cette matière elle sera utilisée dans 5 ans. Donc on utilise la matière et le stock de cette matière pour en faire un lieu dans un HackLab qui est une salle d'exposition, bon il y a à ciel ouvert, hein, mais qui nous a permis de les nettoyer, et pendant 5 ans on expose ce que les designers qui sont venus sur le HackLab ont fait. Donc et l'intérieur on l'a rempli avec des tuiles plates qu'on a récupérées sur un projet à côté. Autre proto celui-là il est intéressant en termes de volume, c'est vous voyez les poutres du hangar, donc elles avaient une forme un peu comme ça ovoïde, ovale plutôt. En gros, quand ils les détruisent, donc ils les coupent sur le côté, la poutre vient s'abattre sur le sol, et là, au moment où il n'y a pas les ferraillages, donc c'est le métal qui est à l'intérieur, ça dégage des pierres de béton qu'on a récupérées. Donc on a fait des calculs un peu sur combien de volume de pierres et quels sont les gabarits qu'on peut récupérer sur chacune de ces poutres pour pouvoir en faire des opus incertum, quoi, des voies romaines à l'ancienne. Mais ce qui permet quand même de pouvoir récupérer Alors malheureusement, on a pu récupérer, je sais pas, 20 poutres, alors que le bâtiment, vous l'avez vu sur la fiche diagnostic, si on avait pu tout faire, on aurait pu quasiment faire toutes les voies de l'écoquartier grâce à ça.
Donc malheureusement, comme c'était un test, bah forcément, il fallait d'abord qu'on prouve que c'était possible, crédible, que ça valide aussi tout un tas de questions techniques, d'entretien. Mais bon, fort de cette expérience, nous on est en train de répéter ça dans plein d'endroits autour de Paris. Donc voilà, on a constitué le lieu, donc il nous fallait bien évidemment pour pouvoir transformer cette matière un atelier, une zone aussi pour les réunions, et donc on a composé notre lieu qu'à partir de matériaux qu'on a aussi chopés dans le hangar. Donc par exemple, ça, ce qui va devenir l'atelier, c'est des poutres qu'on a pu récupérer. Tout ce qui est ferme en bois là-haut, c'est pareil, on les a récupérés sur un autre projet. Et on a commencé à constituer tout notre... enfin, à CLAB, quoi, en gros, avec des matériaux qu'on avait récupérés à droite à gauche dans le hangar. Donc là, vous avez les fiches où on voit les matériaux, où est-ce on les a récupérés et comment on les a mis en place. Sachant qu'il y a 3 zones importantes sur ACLAB. On a la zone d'atelier qui est la zone où on stocke, où on transforme et on remet en œuvre dans la zone show park. C'est la zone où en gros on met en valeur ce qu'on a créé comme prototype. Et l'observatoire, c'est plus la zone réunion, rencontre, où on invite les habitants sont aussi conviés, les repas et ainsi de suite. Voilà un plan. Voilà comme c'est constitué, il a évolué dans le temps enfin, les endroits où les prototypes sont mis en scène dans le ACLAB. Donc bien évidemment, une fois qu'on avait réalisé tous ces prototypes, il fallait faire l'ensemble des dessins techniques pour pouvoir proposer finalement à l'urbaniste en charge de l'écoquartier de pouvoir réimplanter les prototypes que l'on avait réalisés. Donc ça, c'en est un autre, c'est les jardinières en pierre sèche. Donc voilà, on a fait des jardinières à partir de pierres de béton avec... Là, ça c'est le test 1. Et par exemple, là, on a accueilli les services techniques de l'endroit du territoire sur lequel on l'a fait, qui nous ont dit, petit problème, les pierres qui peuvent être enlevées de la jardinière peuvent servir à caillasser. Donc, il faut qu'on trouve des solutions. Donc par exemple, là maintenant, on en a une nouvelle, c'est on met des pierres en angle qui pèsent 40 kg, donc on les met à 3, et après on met des pierres sur champ, et on les bloque comme un système de voûte, ce qui fait que c'est inenlevable. Donc nous aussi, on apprend petit à petit les quelques règles qu'on va devoir respecter si on veut qu'un jour ça sorte de l'expérimental et que ça aille dans l'espace public. Et ben, il y a encore tout un chemin pour nous à faire, mais bon, on est en bonne voie, quoi. Voilà le lieu aujourd'hui, donc on a récupéré les skydomes qu'il y avait sur le toit, on s'en est fait un système de façade, c'est un peu globuleux mais ça permet d'avoir de la lumière. On a récupéré des tuiles sur un chantier à proximité. Alors l'avantage d'être identifié comme l'équipe d'archi réemploi du coin, c'est que maintenant tous les chantiers alentours nous appellent dès qu'il y a un gisement, une mauvaise commande, donc on récupère du matos neuf, dès que des tuiles qui sont encore en bon état doivent être changées, ça nous a permis de construire notre toiture. Là, toutes les fenêtres que vous avez, elles sont récupérées sur une rénovation d'un bâtiment qui a une centaine de mètres du projet. Les tôles de couleur, on les a pris sur c'était une espèce de... Comment ça s'appelle? Un truc électrique, là. Bon, vous voyez, un espèce de cube, et en gros, ils allaient jeter les tôles, on est passé par là, ils nous ont dit, si vous voulez, vous pouvez les récupérer. Donc là, on est quasi sur à part les gros bastins en bois qu'on a dû acheter quand même, parce que fallait assurer un minimum, et puis c'est pas le genre de gisement facile à trouver des bastins en bois, mais tout le reste quasiment est fait 100% réemploi, quoi. Alors ensuite, un des aspects, et ce sur quoi on a beaucoup travaillé pendant ce projet, c'était la question des flux de matériaux. C'est-à-dire bien comprendre comment le matériau, depuis le lieu pas d'extraction, mais de démolition, jusqu'à son système de stockage, jusqu'à son lieu de transformation, jusqu'à sa remise en œuvre. Ça, c'est la lampe dont je vous parlais, qu'on avait fait juste pour le festival au tout début, qu'on avait fait avec le réseau Sprinkler et les skydomes du toit. Et donc ça nous a demandé un énorme boulot d'analyse de tout ce qu'on allait utiliser, parce que forcément l'une des critiques et craintes dans la question du réemploi, c'est le temps manuel que ça demande par rapport à la récupération de ce matériau, comment le retransformer, le revaloriser, ainsi de suite. Donc nous on a fait tout un travail pour quantifier, donc on a fait ça avec une illustratrice scientifique, pour quantifier
le temps de chacune de ces étapes, quel outil on utilisait, et pouvoir finalement, à la fin du processus, quand on va faire, vous savez, quand je vous parlais tout à l'heure, la balance, on va pouvoir dire que finalement, certes, ça a pris plus de temps, mais ça a créé plus d'emplois. Au niveau de l'évacuation en transport, on a économisé de temps. Enfin, on est encore en train de prouver que même si par bon sens, on se dirait bah, c'est plus économique ou c'est plus intelligent, on est encore confronté à un système qui est bien, enfin on va dire tout est ficelé, donc dès que tu viens mettre un petit peu de changement là-dedans, c'est un peu compliqué, donc on doit énormément nous prouver l'intérêt et même économiquement de cette démarche. Après, donc ça c'est la première partie qui était plus technique. L'autre c'est comment est-ce qu'on occupe le temps du chantier, donc c'est pas attendre 10 ans pour que le lieu ouvre, mais comment dès maintenant commencer à l'occuper. Donc ça c'était le premier événement qu'on avait fait sur cette zone, donc là il y a 1000 jeunes archis, on avait détourné des bouteilles, des palettes, des moquettes, du textile. Enfin, c'était un peu tout ce qu'on avait réussi à collecter en région parisienne, et on avait donc utilisé les matériaux pendant 4 jours et on les avait restitués à Veolia, Sictom, qui étaient les partenaires de l'événement à l'époque. Je ne sais plus pourquoi je racontais ça. Ah si, oui, qu'en gros c'était la première pierre de commencer à occuper le lieu et pas attendre 10 ans. Donc aussi on a joué avec les infrastructures du site. Et voilà, Acclam. Donc l'idée, c'est de pouvoir ramener également d'autres disciplines sur le site. Donc là, c'est une masterclass qu'on a organisée il y a 2 ans, où il y a des scénographes, des artistes, des designers, des archis d'intérieur. Et on leur a demandé de travailler avec tous les matériaux qu'on avait récupérés dans le hangar, ce qui nous permettait, nous, d'avoir encore une autre approche par rapport à cette matière qu'on avait récupérée. Et toujours avec cette même illustratrice scientifique qui demandait à chacune des équipes de nous dire combien de temps leur avait pris chacune des étapes de réalisation de chacun de leurs projets. Donc vous verrez qu'il y en a qui sont plus partis sur des éléments design comme ça, et d'autres qui sont plus intéressés, c'est ce qui t'a alerté quand tu te baladais le long de la barrière, sur des projets qui vont pouvoir servir le lieu. Et notamment, on va y arriver, je crois, c'est la barrière, voilà, la barrière de chantier. Donc ça, c'est 2 scénographes qui ont décidé de plier cette espèce de longue barrière comme ça de quelques kilomètres et de ménager une ouverture et de créer une espèce d'accident dans la barrière pour attirer la curiosité des passants, puisque c'est aussi l'un des points dans ce projet, c'est comment est-ce que on travaille sur le fait que le réemploi puisse être accepté, parce que parfois nous on bosse majoritairement dans des quartiers un peu difficiles, quoi. Et donc le retour qu'on a des gens, c'est pourquoi est-ce que c'est encore pour les populations les plus fragiles qu'on nous fout des matériaux de seconde main. Et donc c'est sûr que là il y a un temps de dialogue pour expliquer l'intérêt que ça peut avoir, la qualité en termes d'histoire, de conserver l'histoire d'un lieu, la qualité même esthétique que ça peut avoir. Et donc on a tout un travail d'accompagnement de notre projet avec, on donne des cours dans les écoles de l'île Saint-Denis par exemple, à des collèges et des primaires, où on les fait venir sur site. Donc comme ça on les prend dès tout petits, on les forme au réemploi, comme ça on est sûr que quand ils vont grandir, ils connaîtront déjà l'intérêt. Et puis voilà, on fait forcément on fait des événements, mais ça j'y reviens après, je crois que je suis en train d'expliquer ce qui va venir par la suite. Donc on joue aussi avec le paysage, vous verrez qu'on a organisé des balades, voilà. Donc pendant que l'État était en train de bouger, nous on faisait des chemins de randonnée qui permettaient en gros d'aller découvrir le territoire depuis des points hauts, et tous les mois c'était une rando différente. Donc on avait bien sûr sympathisé avec les ouvriers qui étaient en charge de la déconstruction, qui nous aidaient, par exemple là c'était à planir et de faire un espèce d'escalier. Mais c'est sûr qu'on s'est attiré la sympathie aussi de ces ouvriers, parce que eux, ils se caractérisent comme les effaceurs d'histoire. Ils broient tout, ça dure pas longtemps. Et là, pour une fois, on avait eu, nous, l'autorisation, par rapport à la maîtrise d'ouvrage, de travailler avec les ouvriers et leurs machines. Donc on avait un budget, et ce qui nous permettait de bosser avec eux pendant
pendant la mise en œuvre des prototypes. Et en fait, de transformer leur boulot de démolisseurs en aussi des personnes capables de mettre en œuvre avec nous, bah, ça a été un truc très positif. Et finalement, les gars nous ont accordé plus de temps qui était convenu dans nos budgets et ont passé du temps à développer avec nous, même des nouvelles idées, parce qu'ils avaient la connaissance de leur engin, la connaissance de la matière, comment elle réagit, et ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est un artiste, c'est Simon Boudvin qui a réalisé un dolmen, qui malheureusement, il y a un gars qui a foncé en marche arrière avec un camion, donc qui n'existe plus, mais on pensait bien que ça allait survivre des années. Ça c'est un gars qui fait de la gravure, qui a pris les marques, vous savez, l'opus incertum, là, les dalles, donc il a repéré, et non c'est pas repéré, mais il a archivé finalement chacune des pierres. Et ce qui nous a permis, donc, d'une part, d'avoir les gabarits, des pierres qu'on pouvait récupérer, et de faire une exposition au sein de Hacklab. Donc une fois que artistes, designers, ainsi de suite ont fait leur production, nous on crée un événement. Donc là, par exemple, c'était la Néo Primitive, c'était le premier événement qu'on faisait, et on convie les élus, les ouvriers, les habitants, les petits qu'on a dans les cours, aussi le réseau d'archis qui suivent Bellastock, et on les réunit le temps d'une soirée pour qu'ils découvrent d'une part ce qui a été produit, qu'ils découvrent le chantier, et puis aussi qu'ils puissent échanger sur voilà, la ville qui évolue, sur les questions de ressources. C'est hyper important pour Bellastock que l'archi, ça ne soit pas un sujet en huis clos que par les archis, parce que finalement, on défend l'idée que c'est un peu... c'est une question qui devrait être plus publique parce que c'est finalement notre environnement à tous. Et donc ça fait partie de l'ADN de Bellastock, c'est faire en sorte que l'archi sorte des écoles et puis des lieux définis pour ça. Voilà, merci. Oui. Du coup, c'est à... Ah ouais? Ça sera du 12 au 17 juillet. Les inscriptions, elles sont lancées à partir du 31 mars. Il y a 2 semaines pour s'inscrire. C'est ouvert à tout le monde. Et là, on change un peu le principe parce que c'est les 10 ans. Donc on a cette année-là. Donc on a transformé un peu le concept. Ça va pas être de construire ton habitat, mais ça va être... on va construire un espace public en 5 jours avec 600 personnes. On a un peu limité. Ça sera à Bobigny, dans le nord de Paris, près du canal. Et il y aura tous les collectifs d'archis français qui seront là une semaine avant pour préparer le lieu et qui encadreront en plus pendant le temps du chantier. Les collectifs, tu sais, ETC, Existe, Ça Profite et tout ça. Toutes les équipes seront là. Donc à partir du 31 mars pour s'inscrire. Ouais, ça sera en ligne un peu partout. Ouais. Est-ce que sur ces 10 ans justement d'exercice, est-ce que vous avez essayé de sortir un peu de Paris, d'aller dans d'autres régions, ouais. De vous intéresser à d'autres territoires? On est allé à Vitrolles. Là en ce moment il y a une caserne qui se démonte à Nantes. On a un projet au Havre. Ouais, on va un peu partout. Et puis on essaie aussi d'aller dans les autres pays, mais quand c'est Bruxelles, on peut aller voir l'équipe bruxelloise de Bellastock pour les accompagner. Mais quand c'est Chili, Mexique, nous on n'a pas les moyens de se payer des voyages là-bas. Donc ouais, on essaie de bouger au maximum. On n'est pas fermé à juste la région parisienne. C'est par facilité en fait. Au départ, comme on étudiait, qu'on finissait nos études, on faisait tout au plus proche. Mais là, en ce moment, on est bien identifié sur les questions d'expertise réemploi. Du coup, il y a plein de projets qui se déclenchent en province. Voilà. Bravo. Merci. Oui. J'ai une question sur la certification des matériaux une fois qu'ils sont récupérés. Il y a une démarche spéciale pour que les professionnels du bâtiment ils puissent se saisir et dire ça c'est le label norme bidule. Ouais, je vois. L'opus incertum, on a le droit de marcher dessus. Ouais, c'est ça. En fait, ce qu'on a fait, c'est il y a une fille dans Bellastock, une des archis, qui écrit une recherche pour l'ADEME sur ces questions de réemploi, monter la filière réemploi. Du coup, la première année de sa recherche, c'était en amont, quels outils je peux offrir à un archi
pour qu'ils suivent une déconstruction. C'est un peu les outils que je vous ai montrés là. Et comment récupérer la matière. Donc on est allé jusque-là. La deuxième partie de la recherche qui court cette année, c'est justement sur cette, comment est-ce qu'on peut prescrire ces matériaux. Et j'avoue, moi je suis pas assez renseigné. Julie est beaucoup plus serait plus à même de répondre, mais je sais que c'est pas évident, quoi. Que on va pas pouvoir certifier, mais on va pouvoir homologuer une manière de faire finalement. Ça va pas être parce que c'est pas des éléments industriels qui sont similaires. Du coup, c'est plus des, j'ai oublié le mot. C'est des trucs de savoir-faire, comment on dépose, comment on fait des murs en pierre sèche, comment on fait ce système et c'est plus sur ce champ-là que nous, il va falloir qu'on développe sur comment est-ce qu'on a récupéré la matière, comment on l'a stockée, comment on l'a remise en œuvre. Et c'est l'explication de tout ce processus qui fera que ces opus intertomes pourront être homologués, mais ils ne seront pas certifiés. Je ne sais pas si vous voyez la distinction à peu près. Mais c'est un sacré boulot. Moi, je m'y connais un peu moins. Est-ce que les organismes de certification se saisissent de votre travail pour faire des fiches Bien sûr. Et je sais pas, pour que ces matériaux puissent être valorisés en tant que... Là, le CSTB fait partie de la deuxième partie de la recherche. Donc, il y a ADEME, CSTB, puis il y a un membre du Bellastock. Comme ça, eux, aussi, ils font avancer, ils avancent avec nous, puis ils nous conseillent. Parce qu'après, ces matériaux vont rentrer dans le marché de la construction. Ouais. C'est l'idée. C'est l'idée, puisqu'en 2020, il y a une règle qui va imposer que 70% des déchets de chantier soient recyclés ou réemployés. Donc ça veut dire que ça sera une question pour tous les constructeurs, tous les gens qui feront du chantier. Donc ça va arriver forcément. Du coup, sur cette expérience, vous avez recyclé, je veux dire, 1%, moi, même moins. Sur les autres chantiers que vous avez, est-ce que ce quota a été augmenté ou pas? En sachant que là, cette loi en 2020. Ça va passer, donc forcément il faut qu'il y ait une évolution dans le temps sur ce pourcentage-là, non? Ouais, là, en fait, il fallait d'abord qu'on soit crédible avec ça, après 2012. Au fur et à mesure, donc c'est Pleine Commune, la communauté d'agglo qui accueille ce projet. Ils ont d'autres projets, notamment des projets en ANRU où ils démolissent des tours pour en construire des nouvelles. D'ailleurs, on ne sait pas si ça sert à grand chose, mais du coup on va là-bas. Et là, le projet Astin, c'est on a récupéré des matériaux issus de la démolition des tours. On l'a mis de côté, on réalise 3 prototypes. On ramène des artisans Bellastock sur le terrain. En même temps, il y a la régie de quartier de Clos Saint-Lazare qui ramène des salariés qui sont issus du quartier, qui se forment au contact des artisans Bellastock. Donc on crée les 3 prototypes, il y a plusieurs démolitions dans le temps. Donc la première, on en récupère une infime partie. On fait les protos, fort de ce qu'on a réussi à faire et des choses des gisements qui nous intéressent. Sur la deuxième tour, on sera plus spécifique. En même temps, les 3 prototypes, on les fait monter en qualité pour qu'ils respectent les règles pour pouvoir être dans l'espace public. Et en fait, ça marche en parallèle. Donc sur la 3e tour qui sera démolie, là on sera vraiment pro en disant il nous faut tel type de gisement, démonté de telle manière, et il nous en faut tant. Et pendant ce temps-là, il y a le côté, on va dire, humain, c'est des gars de la régie de quartier qui sont formés et qui pourront à terme, une fois que les 3 prototypes seront prescrits, parce qu'on va pousser à la prescription dans le quartier sur les espaces publics, que les marchés seront lancés, il y a la régie qui sera en mesure de répondre avec des gens du quartier pour faire ce type de chantier, parce qu'ils auront monté en compétences au contact des artisans de la stade. C'est une transmission de savoir-faire. Ouais, c'est ça. Et l'intérêt de ça, c'est comment est-ce que, plutôt que de démolir, reconstruire, ce qui ne crée pas forcément une économie au sein du quartier, qui n'améliore pas forcément le cadre de vie, ou au moins l'emploi qui est vachement important dans ces lieux-là, là, ça serait l'un des enjeux. Donc, petit à petit, on va augmenter les tonnages, mais pour l'instant, c'est dérisoire. Parce que, par exemple, Pleine Commune, c'est 1,7 million de tonnes de matériaux neufs qui rentrent chaque année, 1,7 million de tonnes qu'on va foutre chez le voisin un peu plus loin, enfouir. Donc tu fais le calcul rapidement des coûts que tu peux économiser. Ouais. Sociétal, environnemental.
d'un point de vue discussion, négociation avec les collectivités, les politiques, etc. Comment ça se passe, ça vous arrive d'avoir une attitude un peu sauvage vis-à-vis de ça, ou c'est toujours de manière réglée On est sauvage sur l'événement, tu sais, l'événement, là, le festival, où là, on obtient un site, puis nous, après, on fait un peu ce qu'on veut dedans en termes de construction, de réalisation. Par contre, on met un point d'honneur à ce que tous les prototypes qu'on réalise soient dans les règles, je peux même pas dire qu'on soit sauvage sur l'événement, non, on fait tout dans les règles, en fait. On essaye d'être réglo oui, sinon ça serait considéré comme un truc marginal, on n'a pas envie du tout. On veut au contraire que ça rentre dans une logique de construction, d'archi. Voilà. Et donc les relations sont plutôt bonnes. Et d'ailleurs, c'est souvent même les politiques qui portent cette voie. Mais après, les services derrière techniques et compagnie ont du mal à suivre un peu moins. Donc ce qu'ils voient en nous, finalement, c'est la possibilité de mettre en place ce qu'ils aiment bien vendre. Enfin, je crois. Voilà. Ouais. Non mais moi très rapidement en fait, on se rend compte qu'il y a un beau réseau qui se crée, qu'il y a de belles relations et qu'en fait ça se fait aussi sur, il faut entretenir ce réseau parce qu'en fait vous devez sûrement recevoir beaucoup de finances pour pouvoir mettre tout ça en place. Ouais. Et peut-être en vivre ou tout ça. Mais c'est vrai que ça, transférer à Calais, quelque part, peut-être que ce serait encore plus fort quoi, en termes de... Ouais, mais le problème c'est que nous on peut pas... Non mais c'est pas les mêmes domaines, mais je dis à terme dans l'idée si c'était réexploité, si en fait on pouvait imaginer, c'est vrai, cette réexploitation de réseau, parce que est-ce que ce qui manque pas à Calais finalement c'est un bon réseau avec des gens qui arrivent à construire quelque chose et qu'en fait finalement des gens qui étaient peut-être sur place avant et qui ont vu les conditions, vu comment tout se mettait en place, que ces gens-là étaient à l'initiative peut-être même de logements mieux aboutis qu'un mec qui a remporté un appel d'offres par exemple. Et du coup c'est quoi? Non, c'est rien. C'est une remarque. Ok, ouais, je vois. Je sais pas quoi répondre. Vous êtes allé à Calais parce qu'on a vu les matériaux. Par exemple, nous, notre contribution, qui est maigre, hein, c'est d'avoir, quand Cyril avait besoin de gisement, c'était notre porte est grande ouverte sur justement les synergies qu'on a entre chantiers de gars qui nous appellent, c'est de pouvoir fournir de la matière. Mais malheureusement, l'asso, elle est encore trop fragile, même si ça fait 10 ans, en fait, on a fait du bénévolat pendant près de 8 ans, et c'est tout jeune le fait qu'on puisse en vivre, en vivoter. Du coup, aller dans la jungle pour passer du temps, nous, on peut pas se le permettre. Enfin, clairement, sinon, on va forcément où on est rémunéré pour. Après, à titre personnel, ça n'empêche pas qu'il y a des mecs du Bellastock qui prennent une semaine de vacances et qui vont aller aider, pas forcément à la jungle, mais ou aller dans d'autres types d'assauts, de construction et ainsi de suite. Mais Bellastock n'a pas encore les reins assez solides pour aller s'attaquer à un... Même si je suis d'accord que le lien est... Parce que, par exemple, quand on fait le festival, les premiers trucs, on en parlait en déjeunant, qu'on installe, c'est tout ce qui est réseau, on fait hyper gaffe aux évacuations de l'eau, tout ce qui est réseau électrique, on gère vachement bien la répartition de la matière sur site, c'est-à-dire comment être vachement dur avec le cadre de départ, mais être conscient qu'après ça va être pas un bordel, mais que chacun va construire, faire son truc et ainsi de suite. Donc c'est sûr qu'on aura une carte... Enfin, on pourrait apporter là-bas. Mais malheureusement, nous, on ne peut pas y aller comme ça, gratos. Voilà. Mais par contre, le coup de réemployer dans le BTP, c'est notre petite pierre à l'édifice, quoi. C'est-à-dire si c'était plus économe de ce côté-là, je sais pas si c'est lié ou pas, mais en tout cas, nous, on se concentre là-dessus, quoi. Non, en parlant de ça, ouais. Je veux dire, c'est une intention, je parle pas... oui. C'est quelque chose que, dans l'absolu... En fait, c'est cette communication... Ce qui est, en fait, la grande réussite de ça, c'est cette capacité à avoir
avoir dialogué, à s'installer sur un chantier, zone normalement un peu fermée, où des choses ont déjà été décidées à l'avance, où finalement un projet est déjà tout en place. C'est cette greffe en fait qui est formidable d'arriver à mettre ça en place. Et si cette greffe pouvait avoir quelque chose de démocratisé sur plein d'autres domaines, en fait, c'est ça qui serait... D'accord. Mais comment tu verrais ce qu'on a fait là à Clap, comment tu le verrais adapté à la jungle? Ça serait peut-être le rôle de passerelle institutionnelle entre les constructeurs qui, eux, sont déjà mis à part en vue, peut-être sur place, mais qui, eux, sont déjà sur place en train de construire, des choses qui sont démolies ou en vue de démolition. Peut-être faire ce rôle d'intermédiaire, de médiateur institutionnel entre votre réseau et des institutions avec lesquelles vous avez déjà de la communication, des accords, et justement cette espèce de grand bordel qui est la jungle, et où là par contre le dialogue institutionnel n'existe pas, parce que c'est des gens qui n'ont pas forcément envie d'instituer un dialogue avec des gens qui les expulsent à coups de flamme. Ouais, je vois, mais c'est casse-gueule. Donc après c'est peut-être un travail plus social que de l'ordre du collectif, mais je sais pas, peut-être que c'est des collectifs comme ça. Je sais qu'on a eu un workshop avec le PC, on a eu l'occasion d'en parler un petit peu de structure avec eux. Et ils en disent quoi par rapport à justement la jungle? On n'a pas parlé de la jungle ou quoi, mais c'est vrai qu'en termes de médiation par exemple avec les gens, sur des projets où ils ont pu faire dans des zones plus populaires, à Marseille, ou des trucs comme ça, où ils ont fait la médiation en fait entre la ville et les habitants du quartier qui cherchaient à réinvestir une place qui ne servait à rien. Ça je suis d'accord, mais aujourd'hui en fait cette place elle trouve un nouveau nom, elle est utilisée, mais c'est juste qu'en fait les gens de ce quartier-là n'avaient pas. C'est un exemple très différent de Calais. Ouais, c'est pas le même morceau. Ça nous aussi on fait à mort, à Vitrolles et tout, la médiation. En fait, par la construction entre la population sur place et les institutions. Ça c'est faisable, mais je me sens pas attaquer le chantier de la jungle. C'est le. Ouais. Il faut peut-être inviter des Calaisiens au festival. J'aime aussi. Les Calaisiens. Et par contre, par rapport à la route, justement, le système de déconstruction, reconstruction de bâtiments, et qui est quand même des choses assez compliquées au niveau social. C'est-à-dire qu'on va des fois quand même déloger des habitants et les reloger ailleurs, voire plus loin en périphérie, parce que c'est pas forcément des personnes à revenus assez élevés pour habiter dans le centre-ville. Donc clairement, travailler sur le recyclage des matériaux et participer à ce que la destruction d'un bâtiment, parce que détruire pour reconstruire, c'est énorme au niveau du prix, c'est un appartement de 10 000 €, donc un bâtiment où il y a 100 apparts, c'est colossal. Pour après reconstruire, c'est un choix financier, mais ça peut marcher de BTP. Là, votre travail participe à ça. Ça, enfin, voilà. Notre boulot, il participe pas à ça. Non, pas participer à ça, mais comment dire, pourrait participer à ça, en fait, favoriser en fait cette déconstruction-reconstruction. Ah oui. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Okay. Voilà. Ce que je m'interroge, c'est par exemple un travail comme l'Attaquant Universal, où justement ils prennent le parti de ne pas détruire et au contraire réhabiliter. Ah bah nous on préfère aussi. Hein. Voilà, nous on fait juste pansement avec ce qui se fait de pire. C'est juste d'appeler sur cette chose-là, en fait. Par exemple, coupler le travail de l'attaquant universal, par exemple, qui n'est pas forcément des recyclages pour le coup, bien greffer des nouvelles structures ou des choses comme ça, mais partir plus dans une voie comme ça, où au lieu de participer à ce que fait l'ANRU, quand même, j'avoue. Bah après nous on pousse pas à ce qu'on déconstruise à mort en mode lobbying pour pouvoir faire du réemploi. C'est juste qu'on trouvait ça con que tout ça soit acheté, donc on essaie de trouver des solutions à ça, mais ouais je vois très bien ce que tu veux. Oui. L'association elle arrive à vivre uniquement avec des projets comme celui que tu viens de présenter, ou vous êtes aussi sur des projets plus classiques Bah alors on a plein de sources, on a des financements européens, régionaux, mairies, toutes les écoles de l'archi, ministère de la culture, la DRAC. Et alors, tu as une personne, on arrive à financer une personne avec le festival sur 1 an. Ensuite, il y a Julie qui est financée grâce aux recherches. Simon qui va être financé plus par rapport aux cours qu'il donne, donc ça c'est des financements de la région.
Et après, le reste de l'équipe, on se finance grâce à on fait des diagnostics, finalement, quand ils vont démolir un bâtiment, on nous appelle, tac, nous, on scanne un peu le lieu, les éléments intéressants, et on accompagne les entreprises qui ont déconstruit. Et c'est là où on fait assistance à maîtrise d'ouvrage, et c'est là où nous, où c'est mieux payé que le reste de nos actions. Le festival, c'est pas... On veut pas que ça soit une source de revenus pour l'asso. Je sais pas si je me suis bien expliqué. Ouais, du coup, la ressource principale, c'est vraiment assistance à maîtrise d'ouvrage sur ce type de... C'est là où on arrive à faire vivre le reste des activités, et ce qui nous permet de continuer à pouvoir expérimenter des choses qui économiquement sont plus dangereuses, enfin moins intéressantes. Voilà. Et c'est tout, en termes de financement. Vous n'êtes pas obligé chacun de bosser à côté comme archi? On a essayé au début. En fait, on a fait 7 ans bénévole. La 8e année, on a fait mi-temps en agence, mi-temps Bellastock. C'était impossible. Genre, dans les agences, ils nous disaient, mais t'es pas là, parce qu'on bossait Bellastock. Et au Bellastock, on était tous, on n'est pas salariés. En même temps, si ça roule pas, c'est pas de ma faute. Donc, on a dit, basta, on se salarie au salaire minimum, et puis on embraye, quoi. Et au moins, on taffe énormément, mais au moins, on est en accord avec ce qu'on défend. C'était par rapport à tout à l'heure, elle disait que notre génération essayait de travailler moins. Non, c'était pas ça, mais moi je me disais, putain, pourtant qu'est-ce qu'on taffe, quoi. C'est juste qu'on essaye de travailler dans des domaines que l'on aime, donc du coup le travail, c'est sûr, se transforme plus en besogne, mais en quelque chose qui te permet de t'accomplir. C'est d'autres formes de travail, elle a dit d'autres activités. Elle a pas dit, du coup nous on a tout cumulé. Elle a dit plus de salariat, d'activités salariales. Ouais, c'est vrai. Mais t'avais l'impression que le gars bossait un peu et puis qu'il allait faire ses hobbies à côté. Ouais. Donc voilà. Il n'y a plus d'autres questions? Non, c'est bon.